Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les drôles de juristes sont de retour de vacances, toujours de belles histoires, des histoires des gens qui sont arrivés dans le droit, qui ont étudié dans le droit et puis qui en sont sortis et font des choses extraordinaires qui, j'espère, vont vous faire envie, mais aussi des acteurs qui aujourd'hui sont des acteurs du droit, qui sont très importants dans cette matière et sont arrivés vierges de toute éducation juridique. Alors, aujourd'hui, on a un juriste, en tout cas quelqu'un qui s'est peut-être rêvé comme avocat. On a le plaisir d'accueillir Valentin Tonti-Bernard. Bonjour Valentin. Bonjour Stéphane. Alors vous êtes aujourd'hui dirigeant d'Anomia avec un projet intéressant qui est d'apprendre le commerce aux avocats. Donc déjà ça c'est une croisade. Oui, c'est une croisade qui est un peu compliquée au vu de la formation qu'on a pu avoir à l'université où on a travaillé beaucoup sur la technique juridique de façon théorique. La seule matière extérieure au droit qu'on pouvait avoir à la fac c'était l'anglais ou l'espagnol pour certains d'entre nous. Et derrière, toutes les notions propres au développement commercial, à la stratégie d'entreprise, à la communication, au marketing, j'en passe et des meilleurs, en n'oubliant pas le management. On a totalement laissé ça de côté et nous, on est là pour combler ce manque. Alors, j'imagine que quand on est étudiant en droit, on s'imagine pas forcément demain accompagner des avocats dans leur management, leur stratégie, quand on n'a jamais dirigé un avocat. Quand même, vous êtes dans un milieu très juridique avec un papa et une maman qui sont avocats à Nancy, je crois. Ouais, mes deux parents sont avocats à Nancy. Mon père est avocat majoritairement en droit pénal et ma mère fait majoritairement du droit de la famille et du droit du travail. Et ça a été pendant longtemps un laboratoire de piètre qualité parce que c'est difficile de travailler avec ses parents et de leur faire mettre en place des process que leur fils vient leur imposer. Avant de vous lancer, vous avez transformé en laboratoire le cabinet familial. Exactement, c'est tout à fait ça. Ah, donc vous avez des parents qui vous aiment beaucoup quand même. Qui ont un gros accroissement en termes de chiffre d'affaires, mais des choses compliquées à gérer derrière en termes de process et d'humain. Alors, vous étiez à Nancy, étudiant, donc fac de droit de Nancy, pas de tentation d'école de commerce et tout, ça marchait bien pourtant, mais le droit comme papa. Ouais, exactement. Et comme maman, ça n'a pas tout de suite marché. En première année, j'ai redoublé avec 6,5 de moyenne. C'est bien, vous aviez bien fait la fête. Exactement. J'ai commencé à travailler en deuxième année. J'ai pris goût au travail où je bossais en parallèle dans l'immobilier, en faisant beaucoup de stages dans des cabinets d'avocats, dans des banques d'affaires à l'international ou dans la promotion immobilière en Australie. Et le droit m'a rattrapé. J'ai commencé à prendre du plaisir à étudier le droit, à jouer avec, à essayer d'en comprendre les mécanismes. Et j'ai eu la chance d'intégrer l'un des plus beaux masters de France, en tout cas celui que je considère comme l'un des plus beaux masters de France, qui est le DGCE de Nancy. Alors, là où on s'est rencontrés. C'est quand même une voie royale pour devenir avocat d'affaires. C'est une voie royale pour devenir avocat d'affaires lorsqu'on est quelqu'un de normal, entre gros guillemets. Moi, j'ai 1/100 à chaque œil, je suis quasiment aveugle, et lorsque je souhaite... Donc en handicap non visible, comme 80% des handicaps. Non visible à partir du moment où je regarde pas la montre comme ça. Là, il devient plutôt visible, mais sinon, oui, quand on me voit dans la rue, normalement, ça se passe bien. Et donc, c'est vrai qu'on s'est rencontrés au téléphone en plein mois de juillet, où vous essayiez de savoir quelles allaient être les règles de composition pour la note de synthèse au CRFPA à l'IEJ de Nancy. Ouais, c'est exactement ça. En fait, moi, j'ai une loupe monoculaire qui est placée sur l'œil droit, qui me permet de multiplier par 12 la police d'écriture à partir du moment où je me situe à cette distance de la feuille. Et en réalité, être en capacité de pouvoir lire une 50aine de pages et de les résumer en 4 heures ou avec un tiers-temps en 5h30 ou 6h, c'était pour moi complètement impossible. Et du coup, je me suis adressé au monde entier pour essayer de comprendre comment j'étais en capacité de pouvoir obtenir un aménagement sur cette note de synthèse pour pouvoir passer le CRFPA dans des conditions adéquates et en correspondance à mon handicap. Alors sur l'avenir, il y a eu des choses utiles puisque droit commun enchaîné, on a embêté le CNB, d'autres l'ont fait. Et aujourd'hui, ces épreuves sont adaptées normalement dans la mesure du possible aux handicaps qui sont sur le marché. Mais pour vous, à cette époque-là, ça a été une fin de non-recevoir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là, même si les avocats ont une qualité qui est la résilience, vous avez fait un chemin très tôt de questionnement, j'imagine. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez au préalable, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des modifications et des adaptations qui peuvent être mises en place. Vous venez de me le dire, mais je ne connais toujours pas les recours, les méthodes pour pouvoir le faire, les procédures, qu'est-ce qui a été ou pas adapté, parce qu'en réalité, j'ai jamais eu de retour par rapport à ce qui avait été fait. Je ferme la parenthèse et je vous laisserai reprendre la parole derrière. Mais le CNB, si tu nous entends. c'est un peu difficile, parce que moi, j'ai eu des moments qui étaient difficiles, parce que j'avais mes copains, et j'en ai encore aujourd'hui, qui étaient dans les écoles d'avocats, les DARA, les DAGO,
les rages, le FB, les DAC, etc. Et il y avait des membres du CNB et des gens au CNB, donc on ne citera pas les noms mais ça n'a pas d'intérêt, qui disaient mais voilà l'histoire de Valentin Tonti-Bernard c'est réglé, on a tout mis en place. Mais moi j'ai des copains qui sont dans l'amphi, qui disent bah Val, du coup tu peux passer le barreau, tu vas pouvoir devenir avocat, trop bien, etc. Et en fait moi j'ai jamais eu une décision entre les mains, ou j'ai jamais eu un appel de n'importe quel président du CNB ou sous-secrétaire du CNB ou je sais pas quoi, pour m'expliquer en fait ce qui se passait et comment je pouvais faire. On est vraiment sur des procédures qui sont extrêmement obscures lorsqu'on est à la fac déjà, et à la fac en situation de handicap encore plus, où concrètement on ne sait pas à qui s'adresser. Donc c'est déjà la galère de pouvoir apprendre le livre CIFS entier du code de commerce pour connaître un petit peu les procédures collectives et ressortir les 611.1, 611.2, 611.3, 624, 622, oui, puis manier un code etc. quand on est malvoyant ou non-voyant, c'est compliqué. Exactement. Et si en plus de ça, on n'a pas de visibilité, sans mauvais jeu de mots, par rapport à la façon dont on va pouvoir passer l'examen, je trouve que ça devient extrêmement complexe. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que l'initiative que vous avez eue avec Mathieu Juglar, de créer l'association Droit comme un H, c'est une vraie valeur ajoutée pour la profession. Alors, vos copains qui demain passeront le CRFPA s'ils ont des problèmes, qu'ils écrivent à l'association, on pourra même faire ensemble un coming H out exceptionnel, puisqu'on le fait avec nos amis de l'Ex-Bas qui nous enregistrent aujourd'hui en partenariat avec Open Law pour ce programme. Mais on essaie d'arranger les choses, c'est pas encore parfait, mais si on a déjà un inventaire des problèmes, et vous avez le culot de prendre votre téléphone et puis de m'appeler, on se connaissait pas, et c'est peut-être, on reviendra sur le culot, parce qu'après, vous avez quand même un avantage par rapport à d'autres. D'ailleurs, vous me dites toujours, Stéphane, osez, pourquoi vous n'osez pas plus, donc c'est impressionnant. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est quand même la réflexion que vous avez eue pour trouver la porte du master entrepreneuriat HEC Polytechnique. En fait, si vous voulez, au moment où j'apprends que je ne peux pas passer le barreau, je rentre en DGCE, et là, ce qui est le plus frappant pour moi, c'est que tous les intervenants qui viennent demandent à chaque élève ce qu'il va faire plus tard, ce qu'il veut devenir, etc. Donc on entend majoritairement avocat d'affaires à Paris, et aussi un petit peu au Luxembourg, parce qu'on est quand même à Nancy. On entend certains qui veulent devenir juristes, certains qui veulent devenir magistrats, un qui voulait devenir commissaire. Ouais. Et en fait, moi je suis bloqué parce que j'ai encore l'envie de devenir avocat, mais plus la légitimité pour le dire, parce que je sais que les portes me sont pour l'instant pas fermées, mais en tout cas la porte n'est pas bien largement ouverte. Et du coup, je commence à me poser des questions sur ce que je vais pouvoir faire. Et en fait, quand je me pose des questions, je fais toujours la même chose, c'est que je m'ouvre un maximum. Donc pour s'ouvrir un maximum, je rencontre plein de gens, je contacte plein de gens, des patrons d'entreprise, des hommes politiques, des artistes, des architectes, des agents immobiliers, énormément de choses. Et j'échange avec eux en les rencontrant autour d'un café. Deuxième chose, j'écoute beaucoup de podcasts pour me renseigner sur des gens que je n'ai pas la capacité de pouvoir rencontrer, soit parce que géographiquement ils peuvent être loin, soit parce que en termes de hiérarchie ou de temps qu'ils peuvent avoir, ils me sont inaccessibles. Et là, j'ai la chance de tomber sur un podcast qui est géré par Pauline Legnaud, qui s'appelait à l'époque Crème de la Crème et qui s'appelle aujourd'hui Le Gratin, où elle interviewe celui qui deviendra mon mentor, qui s'appelle Jacob Abou. Ce monsieur, je n'en ai jamais entendu parler. J'ai déjà écouté une 50aine de podcasts avant de l'entendre. Ouais. Et au son de sa voix, à la façon dont il parle, aux valeurs qu'il arrive à communiquer dans ce podcast-là, je me dis, si je rencontre ce mec un jour de ma vie va changer. Et donc là, je prends mon téléphone, j'appelle tous les gens qu'il a pu citer au sein de ce podcast, son neveu qui est le patron du journal de l'automobile, le mec qui a repris les déménageurs bretons, celui qui était à côté de Price Minister parce qu'il avait investi dans Price Minister, etc., etc. J'arrive pas à avoir Jacob Abou au téléphone. Et dans ce podcast-là, il dit, en fait, moi, j'adore HEC Entrepreneur, je suis l'un des mentors d'HEC Entrepreneur, et du coup, j'enseigne là-bas. Je me dis, en fait, c'est facile. Il faut que j'aille sortir un cours. Aller à HEC Entrepreneur pour pouvoir y aller. Donc, ni une ni deux, voilà, j'ai un projet. Quand j'ai un objectif, généralement, je mets des œillères et je fonce dessus. Et je me dis, mon seul et unique objectif, c'est d'aller à XHEC Entrepreneur pour rencontrer Jacob Abou. Donc maintenant, j'ai une phrase. Ah oui, même pas une idée de business ou un truc comme ça. C'est vraiment, je veux rencontrer quelqu'un. Moi, je fonctionne uniquement à l'instant. D'accord. Si un jour je rencontre quelqu'un, je saurai que c'est la bonne personne et que je dois y aller. Et si je me trompe, c'est pas grave. On peut se tromper 1000 fois, il n'y a pas de problématique. Moi, j'ai de la chance là, parce que vous m'aviez demandé de faire le premier podcast d'Anomia. Exactement. C'est important. Merci. C'est vrai, avec grand plaisir. Flatté. Et donc,
je décide de le rencontrer, je mets tout en œuvre pour pouvoir y aller, donc j'explique ça aux intervenants qui passent dans le master, parce que maintenant j'ai un projet. Je vois un peu de ricanement, etc. À l'époque, je ne sais pas ce que c'est HEC, je ne sais même pas que Polytechnique sur ce master-là est lié à HEC. Oui, c'est vrai que c'est original comme c'est un partenariat unique. Après, géographiquement, ils sont assez proches. Ouais, c'est vrai. C'est un partenariat unique qui a été mis en place et qui permet d'avoir 40% d'ingénieurs de l'X, 40% de personnes qui ont fait HEC grandes écoles et 20% d'extérieurs. Et donc dans ces 20% d'extérieurs, vous allez avoir des centraliens, des normaliens, des énarques, des juristes. Il y avait un infirmier à mon époque, des ingénieurs en biologie. Vraiment un espèce de melting pot qui ne ressemble pas à grand-chose, mais qui mis en communion arrive vraiment à avoir une espèce de feu d'artifice d'innovation, d'idées, de bons sentiments bienveillants à l'égard des uns des autres, et vraiment une émulation intellectuelle incroyable. Donc je vais passer les oraux, je suis reçu aux écrits d'XHEC, je vais aux oraux et là je passe devant 3 jurys, donc on a 15 minutes par jury, à chaque fois ça sonne à la fin du truc et on passe au jury suivant. Et ils ont pour réputation, et ça a été vérifié, d'être extrêmement taquin et extrêmement brutal. Ouais. Donc c'est-à-dire que concrètement, il faut qu'on puisse voir comment est-ce que vous réagissez, comment est-ce que vous fonctionnez pour pouvoir vous admettre ou ne pas vous admettre. Et je passe au deuxième jury. Qui côté avocat, en fait. Oui, exactement. Un peu, non, vraiment plus sévère que côté avocat. Côté avocat, il y a 50 ans. D'accord. Et j'arrive devant Alain Bloch, qui est à l'époque le patron d'HEC Entrepreneur, qui était un ancien juge consulaire au tribunal de commerce et qui était le patron des Annuaires Soleil, pour ceux qui se souviennent, qui était le concurrent direct de Page Jaune. Et il me dit, t'assois pas ici, je vois que t'as fait du droit en Lorraine, même pas à Assas. T'as fait un DJDE, je sais même pas ce que c'est, alors que c'était un DGCE. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu veux devenir entrepreneur? Tu mérites pas de t'asseoir. Et en fait, je me suis dit, coûte que coûte, je vais lui dire vraiment pourquoi je suis là. Je lui dis, en fait, écoutez monsieur, moi je suis pas là pour aller à HEC Entrepreneur. Je suis pas là pour aller à HEC Paris. En fait, j'ai toujours pensé que c'était une école de fils à papa et que j'avais pas ma place. Moi, je suis là pour une seule et unique chose, c'est rencontrer Jacob Abou. Et si je suis ici, c'est parce qu'en fait, mon dossier et les écrits que j'ai pu faire vous ont plu, c'est que j'ai ma place. Et là, j'ai beaucoup de chance parce qu'il s'avère que Jacob Abou avait racheté à la barre les Annuaires Soleil et qu'il les avait revendus quelques mois après à Bouygues. Et du coup, ils étaient devenus copains avec Alain Bloch. Okay. Et donc concrètement, il me dit, je connais Jacob Abou et je te jure que si tu es reçu ici, tu le rencontreras. Il m'a répondu, je lui ai répondu, sachez Alain que moi je suis italien et que la seule chose qui compte c'est la parole donnée. Et il m'a dit, moi je suis juif et c'est pareil. Et en fait, quand je suis arrivé à HEC... Et moi j'ai des origines juives italiennes. Hein. Voilà. Le premier jour où je suis arrivé à HEC, je ne connaissais personne dans l'amphithéâtre. J'étais tout au fond de l'amphithéâtre. Et il y a cette même personne, mais que je vois pas parce que je suis tout au fond de l'amphi, qui se met à la tribune. Il dit pas bonjour, il dit rien. Il dit, Valentin Tonti-Bernard, lève-toi. Donc je me lève, je sens tous les regards sur moi, parce que même si on les voit pas, on les sent. J'ai chaud, je commence à être tout rouge à mon avis. Je regrette d'être au fond de l'amphi parce que j'ai tous les escaliers à descendre sans me casser la gueule. Exactement, et donc là je me lève et je bouge pas. Et il dit en fait voilà, Valentin Tonti-Bernard pense qu'HEC c'est une école de fils à papa. On va essayer de lui montrer que c'est pas le cas. Il est pas là pour nous, il est là pour rencontrer quelqu'un, c'est Jacob Abou. Jacob Abou, lève-toi. Et en fait il était dans l'amphithéâtre. Et il a eu cette phrase magnifique qui a dit, il m'a dit « Valentin, sache que mon temps est le tien ». Je lui ai répondu « Jacob, sachez que mes horaires sont les vôtres ». Et on a passé 2 ans ensemble où on s'est appelé tous les jours. On s'est vu tous les jours. Et j'ai appris de lui, mais sur le terrain. Et c'est ça pour moi qui est vraiment important. Ce que je retire de tout ça, c'est en fait se baser sur ses instincts et se dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on a une petite porte qui est fermée devant nous que la vie s'arrête. C'est comment est-ce qu'on essaye de rebondir pour faire mieux ou peut-être différemment que ce qu'on aurait fait au préalable. Comment est-ce qu'on fait confiance finalement aux gens qu'on va rencontrer? Comment est-ce qu'on arrive à les tirer vers nous, à leur montrer qu'on est capable de coller à leurs ambitions, à leurs enjeux et de pouvoir les approcher? Et en fait, comment on se fait confiance? Et c'est ça vraiment le principal. Il y a un élément d'éducation, parce que suivant les éducations, alors les parents font ce qu'ils peuvent, mais il y a des gens qui arrivent à donner, je trouve, beaucoup de confiance raisonnable à leurs enfants, et puis il y a des gens qui les attraient un petit peu. Est-ce que c'est une grande chance que vous avez eue auprès de vos parents que d'avoir ces encouragements? Moi, c'est une chance qui est colossale, qui vient de mes parents et de mes grands-parents. Première chose du côté de mes parents, c'est que, étant donné que j'avais la chance, entre guillemets, que mon père et mon petit frère aient la même maladie que moi, il y avait plus de personnes qui étaient handicapées à la maison que de personnes qui étaient valides. Okay. Ce qui fait qu'on a toujours été considérés comme étant des gens libres,
capable de tout faire à tout moment. Ma mère, elle m'a mis sur des skis à 5 ans. J'espère que personne de l'assistance publique écoute ça pour éviter tout problème. Mais elle nous a mis sur des skis à 5 ans. On a toujours fait du sport, on a fait du basket. Mon frère a joué au foot très très longtemps. On a toujours pu tout faire en toute liberté. Et donc ça nous a permis déjà d'aller au contact des choses, de connaître nos limites, de savoir ce qui était trop dangereux ou ce qui était capable d'être fait. Et pas qu'une personne finalement voyante puisse nous dire non, tu feras pas ça. Ça, c'est trop dangereux pour toi. Qu'est-ce que t'en sais ? Ouais. Essaye d'abord et après on verra. Exactement. C'est tant que tu mets pas ta vie en danger. Elle nous a pas mis sur une piste noire quand on avait 3 ans, mais en tout cas, elle nous a fait toucher la neige, elle nous a fait travailler pour que derrière, on se rende compte de ce qui se passait. Donc ça, c'est la première chose du côté de mes parents. Et on a pu fonctionner aussi avec du mimétisme par rapport à mon père, qui pour lui, c'était le plus difficile, parce que lui, c'est le premier de sa famille qui a réussi à sortir des hauts fourneaux de Meurthe-et-Moselle-Nord du côté de Longwy, et qui est devenu avocat. Il a redoublé quelques années, mais franchement, c'était prodigieux, parce qu'à l'époque... Oui, et puis à l'époque, les outils digitaux qui facilitent quand même le travail des non-voyants, en tout cas dans nos métiers, étaient loin d'être existants, même si les fonds en braille étaient les plus traduits dans le domaine juridique. Mais c'était une aventure, il y avait peu de monde sur le marché. Mon père, pour vous donner un exemple, a réussi à lire, parce qu'un jour, sa belle-mère, qu'il détestait, a acheté un paquet de lessive. Et le cadeau qui était offert par Bonux était une petite loupe qu'on vient tourner de cette manière-là. Et il a fait ses études jusque ses 30 ans. Avec sa loupe, avec Bonux. Ça. Mais c'est de la merde. Ça, c'était impensable. Moi, jamais, avec ces matériels-là, jamais j'aurais réussi à en être là où il en est aujourd'hui. Donc, on aime bien le taquiner en lui disant, ouais, voilà, tu fais tout le temps pleurer dans les chaumières, etc. Mais papa, je t'aime. Ouais, mais exactement. C'est respect. Enfin, jamais, j'en aurais été capable. C'est un élément, alors, en tant qu'entrepreneur, votre passage étudiant en droit, mais une caractéristique aussi des jeunes en situation de handicap, alors qui ont du talent, donc on est peut-être chanceux, mais je trouve que cette capacité de résilience, d'adaptation, d'imagination, de tester, laissez-moi essayer, et après on verra si j'y arrive ou pas et comment je peux contourner les choses, c'est un peu une chance finalement, même si ce que je dis est un peu provoque. Non, mais c'est carrément une chance, pour plein de raisons. Enfin, j'ai des exemples à l'appel. Un jour, je veux appeler un avocat que je veux absolument rencontrer. Stéphane Baller. Non, j'ai réussi à le faire. Mais je veux rencontrer Jean-Michel Darrois parce que moi, quand j'étais étudiant en droit, j'étais au DGCE. Il venait à Nancy où il y a des avocats de Darrois. Il y avait Rémi Laurin et Christophe Ingrain qui passaient. Je me suis retrouvé à l'EDEC avec Jean-Michel Darrois et tout, c'était très cool. Donc, non, il bouge. Ça m'étonne pas. Mais donc, je voulais rencontrer Jean-Michel Darrois parce qu'à l'époque, on parlait tous d'un cabinet, c'était le cabinet Darrois, comme étant la Rolls-Royce, etc. Et donc je me dis, je me lance sur le business des avocats, il faut que je sache qui est ce que je considérais comme étant être le patron des avocats. Donc j'appelle Jean-Michel Darrois, pas de réponse, j'essaie de choper son numéro, c'est compliqué. Et en fait, le jour où je le rencontre, il m'appelle un matin à 7h du mat et il me dit, voilà, Isabelle m'a dit que vous aviez essayé de m'appeler à maintes reprises, pourquoi vous dérangez autant ma secrétaire ? Et en fait, je lui raconte mon histoire, je lui dis qui je suis. Et si je ne lui dis pas qui je suis, Jean-Michel ne me rencontre pas, c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'en fait, si on lui dit, voilà, c'est quelqu'un entre guillemets de banal, c'est-à-dire qu'en gros, concrètement, il a toutes ses caractéristiques physiques, il vient d'une famille qui est plutôt moyenne, normale ou quoi que ce soit. En fait, il est appelé 10 000 fois par jour, ce monsieur. Donc en fait, il me rencontre pas. Là, il me rencontre pour deux choses, c'est que je le harcèle gentiment, donc on appelle ça du culot. Le harcèlement, c'est un tout petit peu plus loin. Et deuxième chose, c'est que je suis différent et il ne comprend pas. Je suis différent et j'explique ma différence quand même, mais pour avec moi, un prompt en 1 minute qu'une secrétaire peut comprendre. Il y a un peu de travail quand même, non ? Bien sûr, mais en fait, le handicap peut être vu comme étant un handicap, comme son nom l'indique, ou il peut être vu comme un positionnement différentiel. C'est de dire, en fait, moi, mon avantage concurrentiel par rapport à vous, si on avait le même âge au même moment, c'est que concrètement, je suis plus bizarre que vous. Et donc, à choisir ou à rencontrer quelqu'un, si on rencontre Stéphane Baller d'il y a 40 ans ou Valentin Tonti-Bernard d'aujourd'hui, peut-être 30 ans plutôt, pardon, Valentin Tonti-Bernard d'aujourd'hui, en réalité, on va être face à quelqu'un et il va me trouver plus bizarre, ou en tout cas, il va plus vouloir en savoir à propos de moi qu'à propos de vous, pas parce qu'on a fait des choses différentes, pas parce que vous êtes quelqu'un de différent ou je suis quelqu'un de différent, et parce que je vois pas, et parce que sans voir, on est arrivé, vous et moi, si j'étais devenu avocat, au même niveau. Et en fait, nécessairement, je suis plus attrayant, je suis plus énigmatique. Après, derrière, ça c'est le premier aspect.
Après, derrière, il y a la personnalité, il y a l'affection, il y a l'amour, il y a l'intellect, il y a la vivacité d'esprit. Ce qui est au téléphone avec une assistante n'est pas évident quand même. Mais... Non, mais il faut réussir à les passer et ça fait partie d'un tout en fait. Oui, c'est-à-dire que dans ces phases de transition, il y a un petit peu quand même une introspection, mais bienveillante, enfin pas bienveillante, mais positive pour se dire qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je peux apporter aux autres finalement, le tester avec les autres et puis voir cette histoire. Alors, j'imagine que pourquoi les avocats en fait, pourquoi vous avez voulu continuer? C'est une vengeance en fait en vous disant ils n'ont pas voulu de moi, je vais revenir par la fenêtre. C'est HEC X le fait d'avoir trouvé que c'était un marché qui était intéressant où il y avait des choses à faire. C'était quoi le challenge? C'est que maman soit fière de vous? Non, en vrai c'est vraiment une histoire nulle. C'est que, en fait, pour rentrer dans un programme à HEC d'incubation, il fallait être 2 au minimum dans le projet. D'accord. Et en gros, moi, je me retrouvais avec un mec qui était très sympa, qui s'appelait Aubin, et il me dit, moi j'ai un super projet, ça s'appelle Coprox, on va bosser sur la copropriété. Je dis banco. Et en fait, toujours l'immobilier, vous. Tous les jours, exactement. Tous les jours, je parle avec celui qui est à l'époque un copain, un ami, Jérôme Uturi. Pour une simple et bonne raison, c'est que lui et moi, on a 50 mètres d'écart entre le même bar et on se retrouve là pour discuter de nos projets, etc. D'accord. Et tous les soirs, et donc qui avait déposé sa candidature dans le programme Lui, on était déjà dans le programme quand on a fait ça. Ah d'accord, ok. Et lui, il monte un business qui était sur la viande low carbone. Donc moi, je lui parle de mon business, lui, il me parle de son business, mais en fait, je lui parlais tout le temps des avocats. Et il me dit, mais Val, tu m'emmerdes, qu'est-ce que tu me parles de la copropriété? Tu me dis que tes parents sont avocats, tes potes sont avocats, tu me parles tout le temps d'avocats, tu me dis qu'ils ont des problématiques au niveau business, etc. Que t'admires les avocats, que t'admires tel cabinet, tel truc. Arrête de me parler de copropriété, ça t'emmerde. Va bosser avec les avocats. Et en fait, ça part là-dessus, je me dis, bah ouais, il a raison, c'est vrai. Pourquoi j'irais me faire chier à bosser sur des copropriétés, sur des règles ultra techniques, sur Madame Michu qui a chié dans un seau pour faire chier son voisin Serge à côté, plutôt que derrière d'aller faire un truc qui me passionne et qui me fait plaisir. Et en fait, c'est grâce à Jérôme que je me suis lancé là-dessus. Où je me suis dit, bah ouais, banco, je vais aller faire du business avec des avocats. Ok, on commence comment? On va faire un podcast, on va rencontrer quelques avocats et on va faire une customer discovery, donc une étude client, pour savoir concrètement quels sont leurs enjeux, quels sont leurs besoins, pourquoi ils sont prêts à payer. Et dès que je trouve 4-5 avocats bien sympathiques qui sont prêts à payer, on lance un business. Et en fait, ça s'est passé comme ça. On lance ça, les premiers podcasts, c'est janvier 2020. Le premier 25 000 € de chiffre d'affaires, c'est 1er mai 2020. Il y a quand même des choses que vous avez apprises que vous n'avez pas appris à la fac de droit ni dans vos stages et il faut quand même se former quand on veut faire cette transition, je pense. Ouais, carrément. En fait, le premier apprentissage, moi, qui m'est offert, c'est Jacob Abou. C'est-à-dire que concrètement, il me sort de l'école et il me dit « Ok, maintenant, il faut que tu vois ce qui se passe sur le terrain. » Donc là, dès qu'il a un rendez-vous avec des patrons, dès qu'il a un rendez-vous de négociation, dès qu'il a des rendez-vous avec des actionnaires, dès qu'il rachète une boîte, je suis là. Une petite souris au fond de la salle que personne ne voit. Mais en tout cas, je suis là. Donc concrètement, il m'appelle, il est 6h du matin ou 22h, et il me dit « Rends-toi à telle adresse à tel moment ». Je lui dis « Je peux pas ». Il me dit « T'as le chauffeur qui t'attend dans 10 minutes en bas, tu te bouges ». Donc ça, c'est premier apprentissage, c'est comment concrètement je vais aller au contact et comprendre par la pratique ce qui va se passer. Deuxième chose, HEC, intervenant d'HEC, copain d'HEC. Ça a été vraiment très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, en droit, on nous a donné une structure qui n'est pas une bonne structure pour entreprendre et c'est la problématique de beaucoup de gens dans ce secteur d'activité. C'est-à-dire que le juriste, on lui apprend à détecter ou en tout cas à trouver les problèmes et de trouver des solutions pour les résoudre. Mais par des formations professionnelles, le juriste qui veut devenir entrepreneur va énumérer un nombre de problèmes qui sont colossaux et qui vont se dire en fait, c'est trop compliqué, pourquoi je me fais chier à faire ça? C'est pour ça que les entrepreneurs n'aiment pas les avocats souvent. Enfin, certains avocats. Ouais, carrément. Pas ceux de Gaulle Florence. C'est une certitude. Et la deuxième chose, c'est qu'on pense toujours, en tant que juriste, à la forme juridique. C'est-à-dire que même avant d'avoir un business qui paraît viable, qui paraît pertinent, où on a du cash, etc., les conversations que j'avais, c'est tu fais une SARL ou une ESS? Attends, tu veux faire une SARL et tu veux lever des fonds? Mais c'est complètement impossible. Il y a un truc incroyable, vous faites penser. CPTO a une initiative qui s'appelle Crée ton câble dans des écoles d'avocats où ils poussent en fait les élèves avocats à devenir entrepreneurs. Et en fait, chaque fois qu'ils font leur présentation, ils commencent par la structure juridique, alors qu'en fait, la structure, elle est au service de ce qu'on veut faire. Si vous voulez faire un pluridisciplinaire, cabinet pluridisciplinaire, les sociétés anonymes, c'est vachement bien.
Et en fait, ils commencent par ça avant de commencer par le marché. Donc pour vous, c'est la formation en fait. C'est peut-être réfléchir, non, justement, être un peu commerçant, non? En fait, la réalité, c'est que il n'y a pas de la société n'est qu'un véhicule. Le business ne se fait uniquement, en tout cas au départ, parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous signer un chèque pour un produit ou un service que vous allez lui proposer. J'ai un paquet d'entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent voilà, en fait, je cherche à monter une société, etc. Comment on fait? Je dis attends, qu'est-ce que tu as comme chiffre d'affaires? Ah ben j'ai 0 balles, etc. Mais tu comprends, j'ai un associé, un truc qui vont arriver, etc. Je dis mais tu vas voir un avocat pour des statuts, impact d'actionnaire, t'as pas un copec de chiffre d'affaires. C'est pas ça le truc. Tu vas pas te faire chier avec une société. Fais du business, sors 25 000, tu vois si derrière il y a un truc qui se passe et après on discute du pacte d'actionnaire et des statuts. Mais pas avant ça. Et ça en fait pour vous, le cerveau humain est pas assez fort pour comprendre ça, faut l'apprendre, faut avoir la démonstration. Non mais en fait, parce que c'est un peu ce que vous vendez quand même. Il faut sortir un peu du... Vous ouvrez les yeux à des très bons techniciens pour leur expliquer un peu ce qu'est le commerce. Ça, pour le coup, ça c'est la réflexion que je livre au préalable, c'est vraiment une réflexion pure entrepreneur. Oui, mais c'est au niveau des avocats. Mais c'est ça, en fait, les avocats, on a une chance incroyable. Enfin, les avocats ont une chance incroyable. C'est qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Vous pouvez dire vous faites partie de la famille. Ou des millions d'euros de chiffre d'affaires, mais avec des méthodes ou des connaissances du marché qui sont extrêmement faibles. Donc en réalité, en travaillant un petit peu, en mettant des rouages, en mettant des process, en travaillant vraiment sur le développement commercial, on est capable d'aller chercher un gros levier. Et c'est pour ça que notre société elle a marché. C'est que concrètement, on est allé voir des gens qui faisaient déjà du chiffre d'affaires, 300 000, 400 000 euros, et on a été capable de les monter à 700 000, 800 000. Et ils ont dit, putain, Anomia, c'est incroyable. Mais en fait non. C'est juste que on a pris des concepts de base qu'on a réussi à appliquer simplement au sein d'une entreprise qui s'avérait être un cabinet d'avocats, exactement, et qu'en réalité, n'importe qui aurait été capable de le faire. C'est juste qu'en fait... Oui, enfin, il y a quand même la capacité à expliquer et que l'on vous écoute et que l'on fasse à des avocats. Ce sont quand même des professions libérales, pas faciles forcément à manager. Je ne crois pas avoir vu quelque part des cours de management pour avocats ou pour manager des avocats. C'est une réflexion qui peut être intéressante. Et il y a quand même, je pense, dans le programme d'HEC Entrepreneur, un certain nombre de choses que vous avez apprises, comme faire un business plan, comme faire une étude de marché, enfin, tout un tas de choses qui sont pas naturelles dans les professions du droit, mais qui sont pas forcément naturelles dans un entrepreneur, chez un entrepreneur qui sort du droit et qui a pas forcément connu ça, sauf s'il a fait de la restructuration d'entreprise, quoi. Ouais, clairement. Et même s'il a fait de la restructure, il l'a fait au niveau technique et pas au niveau opérationnel. Exactement. Donc, mais il sait lire normalement dans la transaction un business plan, un EBITDA, on sait ce que c'est. Mais entre lire un business plan pour essayer de le comprendre et voir s'il est pertinent ou pas pertinent et le réaliser, il y a vraiment un gap qui est important. Comme ceux qui font par exemple de l'analyse financière et ceux qui construisent les docs pour l'analyse financière, c'est vraiment pour moi 2 compétences que je sais pas. Mais totalement d'accord avec vous. Tout ce qu'on a utilisé à HEC Entrepreneur sur la stratégie d'entreprise, le commerce, la vente, etc., on le réexploite aujourd'hui. Mais c'est surtout l'état d'esprit et la façon dont on réfléchit qui nous permet d'obtenir ces résultats-là. C'est que derrière, par exemple, on a des avocats qui nous voient et qui nous parlent de leur site internet pendant des heures et des heures, des trucs, ils ont reçu des propals à 25 000 pour pouvoir le faire. Et en fait, il n'y a pas de positionnement, il n'y a rien derrière. Je dis, mais en fait, si tu as envie de te faire plaisir, fais-le, tu vois, mais ça n'a aucun intérêt, tu n'auras pas plus de clients grâce à ça. Et c'est vraiment inculquer ou acculturer à ce qu'est le commerce, à la façon dont ça fonctionne et ce que ça peut produire comme résultat. Alors, si c'était à refaire ou si vous aviez un conseil à donner aux gens qui se posent des questions, soit sur leur avenir pour les plus jeunes, soit pour ceux qui sont en poste, sur la manière d'évoluer, il faut un choc pour se bouger ou est-ce que vous arrivez à vous bouger tout seul ? Moi, il me faut toujours un choc. C'est-à-dire que ça vient jamais de moi-même. Ça peut être des chocs plus ou moins importants. Courageux de le dire, hein, parce que non, des gens qui disent un jour, je me suis levé, j'ai pensé à un truc avec une pomme. C'est vraiment pas vrai. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Moi, le choc qui me fait dévier du droit, c'est t'as pas le droit de passer l'examen. Exactement. La chose qui me fait me lancer sur Anomia, c'est mon pote qui m'ouvre les yeux. Donc c'est un choc, qui m'ouvre les yeux en me disant...
vas-y, tu me parles tout le temps d'avocat, va faire ton business avec les avocats. J'arrête de fumer il y a 6 mois, c'est parce que j'ai eu une petite douleur au cœur, un petit stress, etc. J'arrête de fumer parce que je suis ultra peureux. Ma copine m'a dit que j'avais un peu grossi, etc. Je me remets au sport, parce que j'ai pas envie de la perdre et que je suis content d'être avec elle. Mais tout est fait sur des chocs. Le problème, c'est quand j'ai plus de chocs. C'est-à-dire quand concrètement, je ne vois pas ce qui va se passer devant moi, ou je ne sais pas où je vais aller, ou je ne sais pas où ce que je vais faire, j'attends. Mais j'attends, une fois de plus, en m'ouvrant aux autres, en regardant ce qui se passe, etc. Mais quand l'objectif ne vient pas, c'est là que c'est dur. Parce que là, vraiment, on est dans la traversée du désert. On avance, il fait chaud, on a mal, c'est dur. Et en fait, on ne sait pas où est le bout. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est là, je pense, qu'on voit la résistance ou la résilience d'un homme avec un grand H, quand il n'est pas capable de voir le bout du chemin, mais qu'il est capable de continuer à avancer. Et ça, c'est une période que j'ai vécue, qui est une période très difficile, qui est vraiment la période la plus dure de ma vie jusqu'à présent, dans laquelle je suis en train de sortir, parce que j'ai retrouvé des objectifs intermédiaires qui me permettent d'avancer. Je suis en train d'en sortir parce que j'ai vu une oasis. Je sais pas ce qui est derrière l'oasis, donc j'espère que c'est la fin du désert et que je vais pouvoir continuer à avancer vers de mêmes horizons sur ce secteur d'activité. L'oasis, c'est une étape dans le désert. Exactement, mais ça peut être aussi un mirage. Ça peut être un mirage aussi, oui, tout à fait. Et puis il y en a qui restent à l'oasis. Ouais. Mais ce que je veux dire par là et ce que j'exprime, c'est qu'il n'y a pas de vie linéaire, il n'y a pas de route linéaire, il n'y a pas de fil rouge de la vie où tout se passe bien, etc. Ouais, les plans de carrière, tous ces trucs qu'on apprenait dans mon époque, en fait, non, c'est se porter, être enthousiaste. En tout cas, c'est vous, votre mode d'emploi, et c'est finalement se connaître les uns les autres. Mais exactement, et même en fait sans se connaître, parce qu'en réalité, moi, j'ai pas du tout la prétention de dire que je me connais. J'apprends, j'espère tous les jours des choses sur moi. Connaître ses limites, le lendemain. Mais en fait, la compétence du siècle aujourd'hui, avec toute l'évolution, je vais pas rentrer dans l'IA, machin, etc. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'évolutions dans notre monde. Il y a encore 30 ans, je vais pas leur faire, mais les gens travaillaient dans la même entreprise toute leur vie. Aujourd'hui, on apprenait des connaissances qu'on distillait toute sa vie, c'est-à-dire qu'en fait, on les apprenait en fac de médecine en 5e année, et jusqu'à notre départ en retraite, en fait, on ressortait la même chose en s'actualisant rarement. Aujourd'hui, la connaissance ne vaut plus rien. Oui, la seule chose qui compte, c'est la capacité à apprendre, à aller chercher l'information, à réussir à l'exploiter, à réussir à la contredire, à la challenger, et toujours à s'interroger sur le pourquoi des choses. Et c'est ça le plus important, c'est pourquoi en fait on fait comme ça. Pourquoi ça marche comme ça? Parce que ça a toujours été fait avant. Ok, mais ça m'intéresse pas. C'est si ça a toujours été fait avant, et que ça avait déjà été utilisé, qu'on n'a pas de nouveaux moyens technologiques, un nouvel apport de la science, un nouvel apport de la société pour pouvoir changer les choses, évidemment, on reste comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas le cas, si on l'interroge pas, en réalité, on est mauvais, on n'est pas bon, on se contente de ce qui existe au quotidien et on vient pas changer les choses. Moi, ça me plaît pas. Et pour moi, c'est ça la plus grosse compétence aujourd'hui, c'est la capacité à s'interroger sur le pourquoi des choses et réussir vraiment à sans cesse pouvoir les remettre en question lorsqu'elles doivent être remises en question, les consolider lorsqu'elles doivent être consolidées, les faire bifurquer ou les transformer lorsque ça doit être le cas. Cher Valentin, le temps est hélas trop court malgré vos propos passionnants. On vous retrouvera peut-être au rendez-vous des transformations, mais votre rêve aujourd'hui, c'est quoi? C'est encore le droit? C'est d'être heureux. Ça, c'est relatif. C'est quoi heureux chez Valentin? Heureux chez Valentin, c'est être avec une famille qui est toujours aussi soudée autour de moi, avec mes grands-parents, mes parents, mes frères et sœurs. C'est d'avoir une compagne avec laquelle je suis heureux, j'ai envie de vivre, j'ai envie de partager ma vie. C'est d'avoir des associés, des entrepreneurs et des salariés avec qui je travaille au quotidien, dont je suis fier, qui sont heureux de travailler avec moi, de travailler sur ces projets-là, qui m'ont compétence chaque jour. Et c'est de réussir à obtenir un rêve, c'est de devenir... avocat? Non. Pas Jacob Abou, mais un entrepreneur comme Jacob Abou. En retirant certaines choses, en ajoutant d'autres, mais en tout cas de devenir un entrepreneur au sens société, ça me ferait vraiment plaisir. Mais écoutez, on vous le souhaite Valentin, donc je ne sais pas si je pourrais vous dire rendez-vous dans 10 ans si je serai encore là, mais en tout cas d'autres s'en chargeront, j'en suis sûr. On vous retrouvera peut-être au rendez-vous des transformations du droit. On a ces panels de gens qui ont des profils comme vous, qui sont originaux, qui ont le courage de partager leurs petites recettes. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour votre passion.
Et puis un petit clin d'œil, vous m'aviez offert le privilège de faire le premier podcast d'Anomia et j'en avais été très honoré. C'est pour moi 5 ans plus tard finalement, 3 ans plus tard. Je vois le temps passer plus vite maintenant. Un grand plaisir de vous rendre pas la politesse mais l'enthousiasme. Merci, continuez à oser. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt.